you gotta ask, bro. Yeah, thank you, thank you. Now, okay, I will have to share the screen now. Est-ce que vous entendez un peu une petite musique qui joue derrière? Est-ce que c'est pas trop fort? Vous pouvez me dire avec vos micros, hein. Quelqu'un peut me dire si la musique est trop forte ou pas. Non, ça va. Ah, ok, c'est bon. Allez, donc vous voyez ma présentation là, n'est-ce pas? Ok. Oui, on va. Alors, je vais mettre full screen. Vous avez vu, on a fini tout ça. Tout ça, ça ne nous concerne plus. OK? On va directement plonger ici, qui va nous prendre 10 minutes. Ici également, 10 minutes. Ici, 20 minutes, entre 20 et 30. Ce qui nous fait déjà, vous voyez là, 40 minutes. Et ici, je vais prendre 20 minutes aussi. Si vous êtes d'accord, on peut plonger. Maintenant, ça ne sera pas au millimètre près, mais c'est la façon dont j'ai dispatché en fait le, le call d'aujourd'hui. Alors, nous avons évolué depuis toujours. Je ne vais pas vous remontrer ce qu'on a fait les dernières sessions comme j'ai fait d'habitude. Là, on va directement plonger parce que je sais que tout le monde qui est là a été dans les précédentes sessions que nous avons eues ensemble. Alors, aujourd'hui, il est vraiment question de comprendre c'est quoi le breakout, le supply and demand, le concept que je vais vous apprendre, certains concepts et stratégies gagnantes que je vais vous donner. Je vais vous donner deux. Donc, quand je dis mes stratégies, je vais vous donner deux. Et c'est ça la surprise que j'avais pour vous, pour le call d'aujourd'hui. Maintenant, avant qu'on plonge, je veux que vous puissiez regarder juste les titres qui sont là, que vous lisez et que ça vous rappelle quelque chose vous-même. Vous voyez, donc si vous êtes dans le process, si on reste ensemble, c'est comme un peu le refresh dans votre cerveau sans forcément que moi je reparte là-bas. Donc, je vous laisse lire. Je vais faire 30 secondes, OK? Vous lisez chaque titre et vous essayez de vous rappeler qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur, sans regarder vos cahiers, sans rien. Juste que le terme qui vous parle, il y a des notions qui vont venir en désordre, qui vont vous rappeler ce qu'on avait vu. Et lorsque vous allez arriver sur la structure et la liquidité, vous aurez probablement des questions, notez-les quelque part, mais moi je vais commencer directement avec le breakout et le fake out. Donc je vous laisse les 30 secondes pour respirer. Tout le monde se prépare, tout le monde sera en mode ok, je vais maintenant commencer. Pas de distraction. Si vous êtes en train de faire un truc à côté, essayez de vous mettre vraiment en mode focus. Là, on va devoir aller à la même vitesse. Ok? Donc 30 secondes pour vous. Ok, donc c'est bon alors, je pense qu'on va commencer. Ok? Je vais commencer par le breakout et fake out. Ici, j'ai une page vierge. C'est parce que je vais dessiner dessus. Quand je vous explique qu'est-ce qu'un breakout, en fait, regardez très bien. Si je dessine le marché en ligne comme ça, c'est-à-dire on a un high, on a un low, on a un high et puis on a un low, ok? Le breakout se confirme lorsque nous cassons ce niveau, ok? Donc notre break of structure, c'est un break de la structure. Mais est-ce que tous les breaks sont des breaks of structure? Non. Mais vous devez comprendre c'est quoi un break. Un break, c'est lorsque vous avez un niveau et que lorsque le prix arrive à ce niveau-là, on valide le break lorsque la bougie qui coupe cette ligne, là c'est une ligne carrément,
la bougie là, elle ferme au-dessus. Tout simplement. Si vous voyez une ligne, la bougie ferme au-dessus, mèche ou pas mèche, mais le corps de la cassure ferme au-dessus. Là, nous avons un break. OK? Ce qu'on appelle un breakout. Nous avons un breakout lorsque la bougie ferme au-dessus d'un niveau. Alors là, je vous ai dessiné en line chart, mais ça veut dire que vous devez comprendre que ça peut aussi être des bougies, hein? Ça peut être des bougies, ainsi de suite. Les bougies descendent, et puis à un moment, quand ils reviennent ici, vous vous rappelez notre high, on le traçait à partir de quoi? À partir du point plus haut. On avait une bougie comme ça, et une bougie comme ça. Et son point plus haut était la ligne qu'on traçait, et le point plus bas était l'autre ligne qu'on traçait. Lorsqu'on a breakout veut dire quoi? Breakout veut dire on a cassé et on a fermé au-dessus. OK? Je vais vous montrer maintenant ici. Il y a breakout et quoi? Et fake out. À quel moment est-ce qu'on parle de fake out? On parle de fake out lorsque de la même manière, je vais essayer d'effacer tout ça, de la même manière que nous avons un price action qui s'est passé, lorsque le prix arrive à ce niveau, je vais tracer cette ligne de niveau en bleu, que vous voyez la différence. Le prix arrive à ce niveau-là et à un moment donné, notre bougie crée ce qu'on pourrait appeler un break, ok? Mais ce break-là ne ferme pas au-dessus. Il y a échec de cassure. Et à ce moment-là, la bougie, à un moment donné, sera comme ça, pendant qu'elle se forme, n'est-ce pas? Puisqu'elle doit aller nous créer le point plus haut. Mais tout d'un coup, après avoir formé ça, la bougie descend. OK? Là où elle avait ouvert, peut-être c'était, je peux dire là. Elle est montée. Elle n'a pas fermé là-bas. Elle est revenue. Et elle a refermé plus bas. Même si elle est bullish, même si elle est bearish, la couleur de cette bougie n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que nous avons fermé le close? Est-ce que nous avons close au-dessus de notre ligne? Lorsque nous n'avons pas close au-dessus de notre ligne, c'est ce qu'on appelle un fake out. Lorsque nous fermons au-dessus de notre ligne, on appelle ça un break out. OK? Donc, nous on a break lorsqu'on ferme au-dessus et on a fake lorsqu'on ne ferme pas au-dessus. On échoue de fermer au-dessus. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que le prix pourrait fermer au-dessus? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux choses. Le prix ferme au-dessus lorsque nous, le marché veut nous faire comprendre que nous allons partir à la hausse. Donc, lorsqu'on ferme au-dessus, notre premier réflexe, c'est de continuer comme ça. Lorsque le prix vient et qu'il échoue de fermer à la hausse, donc il ouvre quelque part là, il fait une mèche et puis il vient, il ferme en dessous par exemple. Notre premier réflexe, c'est de partir à la baisse. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est hyper important. Ce concept que je viens de vous dire là, c'est hyper important. C'est très basique, c'est très bête, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est hyper important de réfléchir comme ça. Lorsqu'une bougie va fermer au-dessus de la ligne que tu as tracée, tu t'attends à voir le marché continuer à la hausse. Donc, tu t'attends à voir une autre bougie continuer dans la même direction. Lorsque tu vois une bougie échouer, donc fake, et revenir dans l'autre direction, tu t'attends à voir la bougie descendre. Et donc, de ce fait-là, tu t'attends à voir un reversal. OK? Je ne veux pas dire beaucoup de choses, de théories compliquées. Par rapport au fake-out et au breakout, retenez d'abord ça. Lorsqu'un marché a créé un point haut ou un point bas, que tu as marqué, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, ça peut être n'importe lequel. Si je te demande est-ce que le prix a fait un break, tu vas dire je ne sais pas. Pourquoi? Tu dois attendre que la bougie ferme. Quand cette bougie va fermer, tu sais qu'on a fait un break. Et lorsqu'on a fait ce break-là,
Nous, dans notre réflexion, nous attendons que le marché continue à la hausse. Est-ce que ça veut dire que le marché ne va pas revenir et puis continuer à la hausse? Non, ça ne veut pas dire tout ça. Mais ça veut juste dire que nous avons compris l'intention du marché. Ici, c'était un niveau à un moment donné qui résistait au prix, mais là, on l'a cassé. Donc, cette résistance est annulée et maintenant, le marché a pris de la force pour aller à la hausse. S'il revient, ça, c'est pas un problème. Il peut revenir dans un niveau pour repartir à la hausse. Mais lorsque tu vois cette cassure, le breakout te confirme la direction dans laquelle on va partir. Donc, de la même sorte, de la même manière, si on s'oppose un tout petit peu à cette théorie et qu'on va dans le sens contraire, à chaque fois qu'on va voir un niveau résister et renvoyer le prix à l'intérieur, dans un temps court ou un temps long, peu importe ce que nous on a devant les yeux, l'idée générale, c'est que le prix va d'abord repartir à la baisse. Est-ce qu'il va repartir et puis casser plus tard? Ça, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait dans l'immédiat, c'est que le prix va d'abord revenir à la baisse. Est-ce que ceci arrive tout le temps? C'est une règle générale. Il y a des exceptions, mais en général, lorsque nous fermons au-dessus d'un niveau, ça voudrait dire que nous devons partir à la hausse. Lorsque nous échouons de fermer au-dessus d'un niveau, ça veut dire que nous avons encore des efforts à aller chercher avant de partir à la hausse. Rappelez-vous maintenant, je vous ai expliqué c'est quoi la liquidité. La liquidité, c'est là où traînent les ordres. Les ordres, donc des stop-loss, des retail. On a juste généralisé ça comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent derrière les rideaux, mais en général, je vous ai expliqué que la liquidité, le prix va chercher toujours la liquidité pour aller vers une autre liquidité. Et qu'est-ce qu'on a dit de ça? On avait des inductions, ok? Il y avait des inductions, ça veut dire qu'on nous pousse à faire quelque chose. Et après, le prix va dans le sens contraire. Donc, les inductions sont une sorte ou une sorte de liquidité. OK? Il y a aussi ce qu'on avait appelé le target ou la liquidité, donc le draw on liquidity, ce qu'on appelle le DOL. Le draw on liquidity, c'est la direction vers laquelle on est en train d'aller. OK? Donc, on va prendre une liquidité. Je vais donner un exemple. Avec la ligne rouge, on a une liquidité à ce niveau, par exemple. Le marché va venir chercher cette liquidité. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? Une induction. On a induit tout le monde qui voulait acheter. Rappelez-vous ici, lorsque nous fermons à la hausse, qu'est-ce que tout le monde va dire? On va aller à la hausse maintenant. Donc, à ce moment-là, nous, dans nos têtes, nous savons la nature de ce break. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce break est une induction ou ce break est une vraie cassure? Et vous savez comment on sait ça? La vraie cassure va souvent dans la direction de la higher time frame. L'induction va dans le sens contraire, opposé à la direction du higher time frame. Le higher time frame, c'est votre fenêtre de temps plus grand. Si vous tradez par exemple sur le 15 minutes, votre fenêtre de temps plus grand serait peut-être le 4 heures. Si vous tradez en 5 minutes, votre fenêtre de temps serait peut-être le 1 heure. Donc là, je viens de vous expliquer en fait la cassure et l'échec d'une cassure. La cassure, c'est un breakout, et l'échec, c'est le fake out. Donc à chaque fois que tu vois une cassure, pose-toi la question, est-ce que c'est une vraie cassure ou c'est une induction? Lorsque tu trouves que c'est une induction, très souvent, ça s'oppose à la direction de ton idée du higher time frame. Et lorsque tu remarques que cette induction-là, est rapide et revient directement à l'intérieur, c'est aussi un signe que le rejet était fort. Et à ce moment-là, on parle de manipulation. Mais pour l'instant, retenez juste le breakout et le fake out, comme je viens de vous expliquer. OK? On ne va pas traîner. On attaque le deuxième point. Le deuxième point, c'est les zones supply and demand. OK?
Rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois. Chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, on a besoin de la demande. Et pour qu'on vende, on a besoin d'une supply. Ça veut dire quoi? Si tu vas à la boulangerie aujourd'hui et qu'il n'y a pas de pain, qu'est-ce qu'on va te dire? Notre supply est fini. On va te dire que notre stock est fini. On va te dire que nous n'avons pas de pain, nous n'avons pas de marchandises. Toi, tu as de l'argent, certes, pour acheter du pain, mais est-ce que tu auras du pain? Non. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu as la demande que forcément le supply existe. Et ce n'est pas parce que forcément il y a de la supply que la demande existe. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui ouvre un grand magasin où il vend juste des calculatrices. Vous connaissez les calculatrices qu'on utilisait à l'époque avec beaucoup de petits chiffres comme ça et addition, soustraction, tous les trucs là. Allez, lui, il ouvre une boutique de calculatrices. Aujourd'hui, tout le monde a une calculatrice dans son téléphone. Il en a au moins 400 comme ça. Il a beaucoup de calculatrices, il y a de la supply, mais est-ce qu'il y a de la demande pour ça? Qui va chercher à acheter ça? C'est très rare. Beaucoup de gens calculent avec leur téléphone. Donc la supply est faible. Donc ce n'est pas parce que la demande est faible, pardon. Ce n'est pas parce que la supply est élevée que la demande va suivre. Non. Donc il faut comprendre que sur le marché aujourd'hui, les assets ou les instruments ou les objets ou les marchandises, tout ce que tu veux, qui se vendent, veut dire qu'il y a une demande et il y a une supply, les deux à la fois. Donc, quand je vous explique la supply et la demand, la supply, pour que vous reteniez, dans une zone de supply, nous allons chercher à vendre. Et dans une zone de demande, nous allons chercher à acheter. Regardez, cette illustration vous montre un price action haussier. Okay? Quand le prix monte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande est plus forte. Ça veut dire que les gens cherchent plus cette chose-là. Je vous donne un exemple encore. S'il n'y a plus de pain, ok? Qu'est-ce qui est plus fort? La supply ou la demande, comme je venais de dire tout à l'heure? C'est la demande qui est forte. Le pain, il n'y en a pas. Il n'y a pas de supply. Donc, si la demande est forte, celui qui aura le premier pain, le prix sera comment? Élevé, n'est-ce pas? Donc, lorsque la demande est forte, tout le monde, tous les vendeurs sont enclins et sont poussés à mettre leur prix plus cher. Donc, honnêtement, lorsque tu vois dans le sens contraire que quelque chose est beaucoup trop sur le marché et que personne ne cherche ça, c'est là qu'on fait les soldes. Donc, la supply est plus élevée que la demande. Vous allez remarquer à ce moment-là que le prix va baisser. Par exemple, aujourd'hui, les iPhone 14, ça n'a plus le même prix que le iPhone 17 ou le iPhone 15. Pourquoi? Parce que les gens ne l'utilisent même plus. Il n'est plus à jour. Du coup, son prix change, il diminue. D'année en année, le prix diminue. La valeur de ce téléphone diminue. Donc, la valeur diminue lorsqu'il y a beaucoup de supply. Et la valeur augmente lorsqu'il y a beaucoup de demandes. Tout le monde veut la chose là, et la chose est rare, le prix va augmenter. Il y a beaucoup de cette chose là, et que personne n'en veut, le prix va descendre, la valeur va diminuer. Donc, la zone de demande et la zone de supply sont des zones qui nous permettent de savoir où est-ce que nous devons acheter et où est-ce que nous devons vendre. Est-ce que vous avez capté ça? Je viens de vous dire, la zone de demande, c'est la zone qui nous permet de savoir où est-ce que nous allons acheter, et la zone de supply, c'est de savoir où est-ce que nous allons vendre. Lorsque le prix va arriver dans une zone de demande, notre réflexe, c'est de vendre. Lorsque le prix va arriver dans une zone de supply, pardon, désolé. Lorsque le prix va arriver dans une zone de supply, ici, nous allons vendre. Lorsque le prix va arriver dans une zone de demande, nous allons acheter. OK? Donc, si vous retenez ça, on va aller sur la charte pour qu'on puisse voir ce que ça donne. OK? Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on trace une zone de supply et de demand. OK? Allons-y maintenant. Si vous venez sur cette charte, je vais aller ici par exemple, je vais choisir un instrument que je trade rarement et puis nous allons avancer. Faites vraiment attention, je vais donner beaucoup de concepts aujourd'hui et je ne vais pas traîner, je vais avancer vite.
Donc, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Et si vous avez des questions, notez-les. OK? Nous avons ici, par exemple, le gold. Ça, c'est le gold, donc c'est l'or. Nous avons l'or. Bon, j'ai divisé mes journées, mais je peux enlever ces lignes pour que ça soit propre. Vous voyez là, nous avons un price action, etc., etc. Mais vous allez me dire, mais Emile, comment je vais savoir là où se trouve la demande et la supply? OK? Maintenant, deuxième point. Notez très bien ça. OK? Nous rentrons maintenant dans les concepts. Vous avez vu que nous avons commencé avec le breakout et fake out. Très simplement, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Les zones de supply and demand, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais nous commençons les concepts. Les concepts vont vous aider à comprendre bien la supply and demand. Le premier concept, c'est le buy to sell, sell to buy. OK? Est-ce que vous avez capté ce que je viens de dire? Buy to sell, sell to buy. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de voir une descente, tu vas toujours voir une montée. Avant de voir une montée, tu vas toujours voir une descente. Pourquoi? OK? Parce qu'il existe toujours de la manipulation sur le marché. OK? Je vous explique le buy to sell et le sell to buy pour que vous puissiez savoir détecter les zones de demande, OK? Et les zones de supply. Le buy to sell veut dire que il y a eu une tentative de pousser le prix à la hausse, échec, et il est reparti à la baisse. Et très souvent, le buy to sell va couper un niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il va échouer pour descendre plus bas. Et ici, c'est de la même manière. Le prix va descendre et monter, et très souvent, ce prix va échouer de casser à la baisse et va repartir plus haut. Donc, buy to sell, avant de vendre, on cherche à voir une petite montée, et avant d'acheter, on cherche à voir une petite baisse. OK? Donc, ça, c'est le premier concept. Ce qui veut dire que lorsque nous allons chercher de tracer notre zone de supply, je vous demanderai toujours de le faire sur H4 ou sur H1. Allons-y sur H4. Lorsque tu veux tracer ta zone de demande, tu vas chercher un buy to sell ou un sell to buy. Ça veut dire quoi? Tu vas chercher un mouvement qui est descendu avant une hausse. Ce mouvement-là, OK? Là, je vais vous expliquer d'abord en général, je vais vous donner des particularités après. Tu vas l'appeler ta zone de demande. Tu vas tracer un rectangle. Donc, des préférables, tu prends la dernière bougie qui a fait la chute et tu tires ça. Et là, tu as une zone de demande. OK? Quand tu fais ça, à un moment donné, le prix va revenir à l'intérieur de cette zone et va réagir à partir de là. Est-ce que vous avez vu ça? Avant chaque grand mouvement, essaye de marquer la zone, on peut dire, qui a donné l'élan. Vous connaissez tous ce que ceci représente, n'est-ce pas? L'élastique. Lorsque tu veux tirer pour aller ici, qu'est-ce que tu fais? Tu tires d'abord pour aller là. Le prix doit prendre de l'élan. Donc, avant de shooter comme ça, nous devons tirer un peu à la baisse. Comprenez que si ça, c'est notre élastique et que là, on va jeter une pierre, OK? Les deux branches qui nous permettaient de tirer à l'arrière, vous voyez, ça, c'est la main qui tire. Et ici, on a l'élastique, OK? Pour que ça tire comme ça, dans cette direction, je dois tirer à l'arrière. Comprenez que c'est comme ça que le prix aussi interagit. Dites-vous que si vous voulez voir un achat, OK, qui va aller loin, il faut que le prix commence par aller d'abord à la baisse. Si vous allez voir une baisse, il faut d'abord que vous voyez une montée. D'accord? Voilà comment vous allez détecter votre zone de supply ou votre zone de demand. Ici, j'ai trouvé une zone de demande. Nous allons essayer de trouver une autre zone de demande. Essayons de voir plus bas. Est-ce qu'il y a un niveau, OK, qui nous a donné une chute avant une grosse montée? Je sais que vos yeux sont en train de voir beaucoup de niveaux là maintenant. Là. Est-ce que ce niveau a été retesté? Presque. On peut prendre la chute. Vous voyez les deux bougies noires là? Voilà.
Donc, vous allez apprendre à les tracer en vous exerçant. Vous n'allez pas réussir en une seule fois, mais vous allez commencer à comprendre. Vous avez vu que le prix est revenu dedans, n'est-ce pas? Et le prix est reparti où? À la hausse. Regardez encore ici. On va essayer de chercher. Toutes les zones de supply, est-ce qu'elles vont être retestées? Pas forcément. Ce n'est pas une science exacte. Et si je viens me rapprocher ici et que je considère ce mouvement comme un mouvement impulsif ou un mouvement fort, ok? Qu'est-ce que je peux marquer? La dernière chute avant la montée. Il y a plusieurs options. Tu peux tracer cette bougie-là. Tu peux tracer cette bougie-là. Ou tu peux tracer les trois carrément qui montent toute la chute. Dans les trois cas, le marché a fait quoi? Il a rebondi à l'intérieur et il est parti à la hausse. Maintenant, ici par exemple, un exemple concret où le prix n'est jamais revenu. Vous voyez, le prix ne revient pas forcément à l'intérieur de la zone de demande. Pourquoi? Parce qu'il arrive que la force soit tellement grande que le prix n'a pas le temps de revenir jusque-là et il doit repartir à la hausse. Donc à partir de là, je vais faire une parenthèse et vous rappeler ce que je vous avais appris sur la zone premium et la zone discount. Vous vous rappelez de la zone premium et la zone discount? Lorsque tu as un range, ok, ça veut dire lorsque tu as un price action qui s'est présenté devant toi et qu'il t'a montré un high et un low, toi, tu vas tracer les 50% de ton high et de ton low. Et ton 50% va te déterminer la zone où tu dois acheter et la zone où tu dois vendre. Vous comprenez maintenant que là, nous avons une grande zone dans laquelle si nous arrivons, nous devons vendre. Mais ici, c'est une zone en détail. C'est-à-dire, on rentre plus en détail lorsque le prix revient ici et peut partir à la hausse. OK? Vous avez compris? Donc, si par exemple, je prenais ça en considération, je viens ici, je prends le haut de ce range ici, OK, là, et le plus bas, je le mets ici. Vous voyez que le prix a respecté ma zone premium et ma zone discount. Comme nous cherchons à acheter, c'est la zone discount qui nous intéresse. Notre zone de demande se trouve où? Se trouve dans la zone discount. Vous voyez? Donc ici, le prix n'est pas revenu dans la zone, mais il a respecté les 50%. OK? Ici, il a respecté les 50%. Il est aussi parti dans notre zone de demande. Donc, il y a des fois, vous verrez, le prix ne reviendra pas dans votre zone. Ce n'est pas parce que vous l'avez tracé que le prix va revenir dedans. Non. Le prix ne nous doit absolument rien et il fait ce qu'il veut. Mais nous devons savoir comment lire son comportement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un mouvement n'arrive même pas dans les 50%? Tu dois trouver un. Voilà. Lorsqu'on a ça, par exemple, vous voyez, on a les 50% ici et le prix n'est jamais arrivé là. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On ne trade pas. On ne trade pas. Soit, on va chercher en plus petit time frame un autre range plus petit et dans ce range plus petit, on va maintenant anticiper le mouvement. Quoique, le lendemain, si on regarde ici, sur cette price action, ici, il y a un nouveau high et ici, il y a un nouveau low et le prix a respecté le 50%. Donc, il ne faut pas être pressé. Ça peut ne pas respecter ce range-là, mais le prochain, il a respecté. OK? Et n'oubliez pas, vous avez toujours votre zone de demande, qui est la dernière chute avant qu'on casse le niveau de structure ici. Là. Donc, je vais vous montrer comment mélanger maintenant break of structure, supply and demand, et premium and discount, et le buy to sell et sell to buy. Je viens de vous donner tous ces concepts-là tout de suite. Je veux que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Alors, regardons ici. Nous sommes en H4. Nous sommes en H4. On va essayer d'observer un tout petit peu ce que le prix a fait depuis là. Donc là, nous avons... vous voyez que nous avons des high. Ça, c'était le low. Break of structure. Cassure. Vous voyez comment on a fermé au-dessus de ce niveau? OK. Ça valide que nous devons continuer à la hausse. Très bien. Mais nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous avons à gauche? Vous voyez? À gauche, nous avons une autre zone. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on trace les zones. Ici, nous avons une zone
qui est monté et qui est redescendu. Mais avant cette chute, est-ce qu'il y avait une montée? Oui, la dernière bougie qui a monté. On ne va pas prendre tout ça. On prend, vous comprenez pourquoi je vais vous parler de prendre la dernière bougie? Là. La dernière bougie. Et boum. Vous voyez le prix est revenu là? Donc, même si je sais que j'ai cassé la structure à ce niveau, high, low, high. Est-ce que le prix va continuer à la hausse? Cette zone de supply, je vais la marquer pour que vous puissiez bien lire. Cette zone de supply nous pousse à faire quoi? Lorsqu'on arrive dans une zone de supply, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Donc, vous devez savoir lire et comprendre dans quel contexte vous êtes pour que le breakout, fake out, vous puissiez le prendre en compte. OK? Ici, encore, deuxième chose. Quand on observe tout ça, où est le range dans lequel le prix est en train de bouger? Si ça, c'est notre zone de supply, où est la zone de demande qui avait rejeté le prix? À chaque zone de demande ou zone de supply, s'oppose toujours une zone de supply ou une zone de demande. À chaque zone de supply, on va avoir une zone de demande qui s'oppose. Et si par exemple tu es en train de trader, tu dois viser de là à là. Ton take profit doit être de l'autre côté. Et si tu es en train de trader d'ici, tu dois viser de là à là. OK? Donc là, nous avons, vous voyez, face à face, la zone de supply ici, et là, la zone de demande. Maintenant, qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je viens de vous apprendre que lorsqu'une bougie est en train de monter, avant que nous changeons de direction, nous allons marquer cette dernière bougie comme celle qui va nous servir de zone de supply. Maintenant, rappelez-vous, nous avons étudié les figures des bougies. Je vais maintenant parler de ce terme-là maintenant pour que vous puissiez comprendre. Je veux que vous m'écrivez dans la chat et je ne veux pas que Akel écrive ou qui d'autre qui peut maîtriser cette situation-là. OK. Juste Akel et peut-être Elomé aussi connaît. Mais ce que je veux savoir, quand vous voyez une bougie verte comme ça, OK? Je veux que vous me disiez honnêtement, comment est-ce qu'on appelle cette figure chartiste? Lorsqu'on a une bougie verte et puis une bougie rouge qui change complètement de direction, comment on appelle ça? Qui peut m'écrire ça dans le chat? Je ne vois personne écrire. Ce n'est pas grave. Janie, est-ce que tu peux me dire c'est quelle figure chartiste? Angelo, est-ce que tu peux me dire c'est quelle figure chartiste? Est-ce que tu peux m'écrire le nom? Vous ne pouvez pas écrire? Voilà, c'est un avalement. Un avalement, en anglais, on appelle ça quoi? Engulfing. Comme ça. Engulfing. La bougie rouge avale la bougie verte. Voilà ce que tu vas chercher lorsque tu veux tracer ta zone de supply. C'est ça que tu vas chercher lorsque tu veux tracer ta zone de supply. OK? Et lorsque tu es en train d'aller à la baisse et que tout d'un coup, tu as un avalement haussier, c'est comme ça que tu vas trouver ta zone de demande. Donc ici, tu vas marquer le point haut et le point bas. Donc tu vas prendre aussi les mèches en considération. OK? Y compris les mèches. Tu vas venir tracer là. Et ça, tu vas appeler ça ta zone de supply. Et ici, tu vas venir marquer de la même manière le high et le low. Pas le open et le close. Le high et le low. Il peut y avoir une mèche. OK? Et quand tu marques ça comme ça, lorsque la bougie verte a fermé en dehors de celle-là, tu sais qu'il y a un avalement. À ce moment-là,
tu as défini ta zone de demande. Tout simplement, si tu traces comme ça, tu te feras moins mal à la tête. Il y a plusieurs façons de tracer, mais ça, c'est la façon qui les met tous ensemble. C'est pour ça que moi, je trace mes zones de supply et demande tout simplement comme ça. OK? Donc, lorsque tu as ta zone de supply et ta zone de demande, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que le prix revienne à l'intérieur. Tu vas analyser le comportement du prix à l'intérieur de cette zone et tu vas maintenant prendre une position à l'achat. Et donc, lorsque tu vois une zone comme ça, tu vas voir quoi? Tu vas t'attendre à voir le prix revenir à l'intérieur. Tu analyseras le comportement du prix à l'intérieur et tu vas prendre une baisse. OK? Donc, vous avez compris comment on trace la zone de supply et la zone de demande. Maintenant, ce qui est important, c'est maintenant les 2-3 concepts que je vais vous apprendre. Je ne vous apprendrai pas le reversor ou l'AMD, pas du tout. Je vous apprends que ce que vous allez utiliser. Nous allons voir certaines autres choses après. OK? Maintenant, comment définir une zone de supply qui est valable? C'est ça que je veux que vous puissiez noter maintenant. Je veux que vous puissiez noter les zones de supply et les zones de demande qui sont valables. Ça va chauffer, les amis. Donc là, maintenant, c'est le moment de noter. Ceux qui vont rater ça, j'ai un peu mal pour eux. Parce que là, nous allons commencer à rentrer en profondeur. Nous avons vu le buy to sell, donc acheter pour vendre. Ça nous donne un avalement. Donc l'avalement, lorsque nous le marquons en higher time frame, nous avons trouvé notre zone de supply ou notre zone de demande. Vous voyez comment le prix est revenu, il a retesté ici. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit l'autre fois? La liquidité. Lorsque vous avez une liquidité, votre point d'intérêt devient plus fort. Donc cette zone de supply est valide parce que nous savons que le prix va revenir chercher cette liquidité. Et quand il va toucher notre zone, à ce moment-là, nous allons nous attendre à ce que le prix revienne à l'intérieur. Maintenant, il y a une deuxième chose que je dois vous citer. À part tracer les zones de supply and demand, il faut que je vous apprenne les conditions pour sélectionner l'avalement en question. OK? Conditions ou critères pour sélectionner la supply and demand zone. Les amis, on commence à rentrer maintenant dans le vif du sujet là. Notez ce que je vous écris là. Écrivez carrément point par point. Il y a des gens qui vendent cette stratégie. Sorry. Je vais vous donner étape par étape. OK? Là, nous avons fini supply and demand. Nous commençons à rentrer dans les concepts que je vais vous apprendre en même temps que je vous apprends ça. Puisque je vous ai dit que nous avions commencé, premier concept qu'on a vu, c'était le buy to sell. Et puis, on a vu le premium and discount. OK? Après, je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle l'imbalance, ce qu'on appelle un déséquilibre. OK? Et puis, je vous montrerai le time frame alignment et comment on va utiliser tout ça ensemble pour nos stratégies. Maintenant, conditions ou critères pour sélectionner la S&D. OK? Cette stratégie-là, commencez à vous dire que je vous êtes en train d'apprendre une stratégie. Cette stratégie est parmi l'une des stratégies qui m'a le plus fait gagner des choses. Que ce soit dans les compétitions, que ce soit tout au début, il y a longtemps, quand j'étais encore en train de rentrer en contact avec la communauté base. Si vous maîtrisez cette stratégie et vous voyez tous les ups and downs, les pros and cons, et vous maîtrisez cette stratégie, c'est difficile que vous puissiez perdre. OK? Les critères de condition, les critères ou conditions pour sélectionner notre S&D. OK? Je n'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer, mais vous devez comprendre quelque chose. Je vais vous montrer ici, carrément sur le price action qui est juste à côté. On va écrire ça là.
Alors, la première des choses, je vais devoir écrire chaque point. La première des choses, c'est que, j'espère que vous m'entendez bien. Nous avons la SND. On va commencer à appeler ça SND. Ça veut dire Supply and Demand. On sait que c'est une zone supply ou une zone demand. OK? La SND crée une impulsion. Ça veut dire un mouvement fort. OK? Vous entendez ça? Et casse le point de structure. Première condition pour sélectionner une SND. La SND, là, elle crée une impulsion. OK? Donc, un mouvement fort et casse le point de structure. Regardez ici. J'ai sélectionné cette supply, n'est-ce pas? Vous savez c'est quoi un fake out et vous savez c'est quoi un breakout. Je vous ai expliqué ça, n'est-ce pas? Donc, si vous savez c'est quoi un fake out, ok. J'ai vu un message de David. Donc là, nous avons... On appelle quoi ça? Break. C'est un break of structure, n'est-ce pas? Lorsque notre englobement, c'est-à-dire notre supply, notre pic, notre reverse ici, là, appelez comme vous voulez. Lorsque ce point-là a cassé le niveau de structure, on a le premier critère qui est validé. OK? Le premier critère est validé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette supply est suffisamment forte pour casser le prochain point de structure, qui indirectement veut dire qu'il y avait ici une demande. Est-ce que vous voyez ça? Ici, il y avait une demande, n'est-ce pas? Donc, nous validons ce niveau parce qu'il a cassé un autre niveau opposé. Vous savez qu'il y a un bras de fer entre les vendeurs et les acheteurs. Ces vendeurs qui sont sortis de là, ils ont poussé le prix tellement fort que ceux qui étaient ici, donc les acheteurs, n'ont pas pu résister pour repousser le prix à la hausse. Et lorsqu'on ferme en dessous de ce groupe d'acheteurs et qu'on casse à partir de la mèche, comme je vous ai tracé ici, rappelez-vous le vrai breakout, à ce moment-là, on valide ce niveau et on dit, OK, premier critère respecté. Est-ce que c'est le seul critère? Non. Il y en a plusieurs. Deuxième critère. Regardez bien l'image et si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les, puisque après nous allons continuer dans l'évolution de ce que nous sommes en train de faire. OK? Donc, la première, c'est qu'elle casse. La première condition, c'est qu'elle casse le point de structure suivant avec une impulsion forte. C'est pas, il y avait un truc comme ça, ok, un truc comme ça, et lui il fait comme ça doucement, 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 et puis il casse un peu. Et toi tu dis que non, ça c'est une demande qui est forte, une supply qui est forte. Non, 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 non. Vous voyez comment le prix est venu vite, il est aussi reparti vite, mais il a cassé le niveau qui était là. Cette descente doit être une impulsion, doit être brutale, elle doit être forte. Lorsqu'elle est forte, on est sûr qu'il y a de l'intention et que l'envie de vendre est là. Et donc, quand on casse le point de structure, on sait dans quelle direction on est en train d'aller. OK? Deuxième critère. Dans la direction du higher time frame, je vais écrire en français. La deuxième condition, c'est que nous devons sélectionner une zone de supply ou de demand qui va dans la direction de notre higher time frame. Le higher time frame veut dire quoi? Le higher time frame, c'est
la direction du, du point plus haut en termes de fenêtre de temps. Si par exemple on trade sur le H4, est-ce que le H4 est baissier ou il est haussier? Ici maintenant, pourquoi je vous montre avec cet exemple? Pour que vous compreniez qu'il y a des exceptions. Pourquoi? Regardez, l'or était en train de monter. Donc, vendre était très risqué. Mais on voit qu'ici, nous avons une zone de demande. OK? Donc, si quand toi, tu arrives devant la charte, tu sélectionnes cette zone de demande et tu sais que le marché est haussier, tu dois faire attention. C'est pour ça que j'ai mis ça en deuxième critère. OK? Ça, c'est genre la critère 5 étoiles. Ça, c'est genre la critère 3 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il arrive que tu trouves une opportunité qui est contraire à la direction du daily ou du weekly ou du H4, comme tu veux, mais que tu dois faire attention. Tu ne dois pas t'attendre à ce que le prix aille jusqu'en bas ici. Non, tu dois savoir que le prix va s'arrêter quelque part. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque tu as une zone comme ça, la prochaine zone de demande qui s'est créée, ça doit être ton target. Donc, si tu avais pris une vente ici, tu dois venir t'arrêter ici. Si tu as pris une vente là, tu dois venir t'arrêter ici. Pourquoi? Parce que la tendance en higher time frame, la tendance dans la fenêtre de temps plus haut est haussier dans ce cas-ci. OK? Donc, la deuxième condition, c'est que tu vas trader dans la direction du higher time frame. C'est ce que je te conseille. Tu peux avoir des cas comme ça, mais habitue-toi à trader dans la direction du higher time frame. Même là, par exemple, tu trades dans cette direction-là. Toi, tu cherches juste à trader dans la direction du higher time frame. Parce qu'à chaque fois, tu auras raison. À chaque fois, le prix va revenir dans ta zone, tu auras raison. Vous voyez là? À chaque fois, le prix revient, il revient, il revient, il revient. Ici, cassure, cassure. Ici, il s'est fait manipuler. Vous allez comprendre ça avec l'expérience. Ici, boum. Vous voyez? Il a respecté ses niveaux et partait à la hausse. Alors que quelqu'un qui avait pris ici, il a dit qu'il va vendre, c'est opposé à notre direction. Regarde ce qui s'est passé ici. Il s'est fait avoir là. OK? C'est pour ça que je dis, si le prix respecte ta zone qui s'oppose à notre direction du higher time frame, tu dois savoir faire attention. Ce n'est pas pour longtemps. Même si tu trouves l'opportunité, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une direction qui correspond à la direction de ton higher time frame. OK? Donc, ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition, il faut qu'il crée une imbalance. OK? Quand je dis qu'il crée une imbalance, c'est une façon de dire qu'il y a impulsion. Je vais maintenant vous expliquer c'est quoi une imbalance, comment vous marquez ça. L'imbalance se forme lorsqu'il y a 3 bougies qui vont dans une direction avec une impulsion forte. Il y a déséquilibre. Imbalance veut dire déséquilibre. OK? Et lorsque tu as des bougies qui créent comme ça, et donc là, par exemple, tu as une... Ça sont les mèches, n'est-ce pas? Je suis en train de vous dessiner ça. Tu as une mèche comme ça, et tu as une mèche comme ça. Et il y a un grand vide. OK? Vous voyez ce grand vide-là? Le grand vide qui se crée entre ces 2 bougies de part et d'autre. Ici. C'est un gap. Ce vide-là veut dire qu'il n'y a aucun moment, le prix ne s'est arrêté à ce niveau. Vous savez que le prix fait ça, il s'arrête, il revient, il fait des trucs. Mais là, ça vous montre qu'il y a une impulsion. Et cette impulsion, le prix ne s'est arrêté à aucun moment. Lorsque vous avez ça, vous avez une imbalance. OK? Et vous allez marquer ça comme ça. Vous pouvez appeler ça imbalance. Certains appellent ça fair value gap, mais je vous préfère de vous faire appeler ça imbalance parce que ça vous fait comprendre qu'il y a des équilibres. Et pourquoi? Parce que le prix va rééquilibrer. Il va revenir dans cette imbalance avant de repartir à la hausse. Soit il va la couvrir et tester notre zone de demande avant de partir à la hausse, soit il va s'arrêter directement dans l'imbalance.
Sauf que vous vous rappelez notre premium and discount. Si tu as une zone dans notre premium and discount, même si le prix n'arrive pas à ta zone de demande, l'imbalance pourra te servir aussi pour voir si tu peux prendre ta position ou pas. Donc, je vais vous expliquer ça après. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que dans les troisième critère, c'est que OK, la S&D forme une imbalance et break of structure. Je sais qu'ici, je vous ai parlé de cassure de point de structure, mais ici, le break of structure, c'est vraiment une cassure visible. Pourquoi? Parce qu'en face, vous allez avoir ici un niveau comme ça, par exemple. Et dans cette imbalance, nous voyons qu'il y a une cassure. À ce moment-là, la zone de demande qui a créé tout ça ici nous intéresse. Vous voyez? La zone de demande qui est ici nous intéresse. OK? Quand je dis qu'on a cassé point de structure, attendez, je vais vous montrer. Il y en a qui marquent ça avec une ligne de tendance. Comment? Comme ça. Pour les aider à voir. Vous avez vu? Cette zone de supply a cassé cette ligne de tendance. La ligne de tendance, on la relie quand on dessine des points de structure, n'est-ce pas? Mais ces points de structure peuvent ne pas être de valide low ou de valide high. Vous vous rappelez que je vous avais expliqué comment tracer la structure de marché. Ça peut être des points de structure, mais ce ne sont pas de valide low et de valide high. Ici, je parle d'un point valide, c'est-à-dire il y a complètement changement de direction avec une imbalance. Ça, c'est la troisième condition. OK? C'est la troisième condition pour sélectionner notre supply ou notre demand. OK? Maintenant, un autre point. Je vais choisir un autre, je vais vous montrer un autre supply pour que vous puissiez comprendre ça. Voilà, on va prendre demande, une zone de demande pour respecter un peu la tendance qu'il y a ici et qu'on essaie de voir les conditions de la même manière comme on les a écrites ici, là. OK? Allez. Vous voyez? Nous allons prendre cette zone. On va essayer de se rapprocher un peu. Je vais dézoomer plus tard, hein. On essaie de se rapprocher pour que je voie clairement ce qui se passe. Alors, ici, nous avons un prix qui a créé un high, il a commencé à descendre. Arrivé à un niveau ici, on se pose la question, est-ce qu'il y a breakout ou fake out? Et lorsque le marché a break et il ferme à la baisse, tout le monde se dit quoi? Comme je vous ai dit en général, on se dit que le prix va où? Le prix va continuer à la baisse. Mais tout d'un coup, on remarque que le marché revient et il casse à la hausse. OK. Sell to buy, n'est-ce pas? Oui. Mais il a cassé un niveau là. Quand il a cassé un niveau, nous savons que la dernière série de bougies baissières qui nous forment une chute peut marquer, tu peux marquer où tu veux, mais en tout cas, ce que tu comprends, que c'est une zone de demande. OK? Je vais marquer le plus gros. Comme ça, tout le monde se retrouve. OK? Par exemple, jusqu'à la troisième bougie. Comme ça. OK. Donc là, on a une zone de demande. On est d'accord. On a vu la première condition. La zone de demande, elle doit casser un niveau, un point de structure. On est là. OK? On a cassé ce point de structure là, en H4. Deuxième, c'était quoi? Deuxième condition. Va dans la direction de notre biais higher time frame. OK, notre higher time frame fait quoi? Il est haussier, n'est-ce pas? OK, donc là, on a pris une demande parce qu'on est haussier. Si on était baissier, on allait prendre une zone de supply. Good. Troisième, forme une imbalance et un break of structure. On va les regarder ici. On va les regarder ici. Les points valides. On a ce niveau, il est valide. Pourquoi? Parce qu'il est venu et il a cassé ce niveau de structure là. OK? Maintenant, deuxième.
le prix est descendu. Est-ce qu'on a fermé à la hausse par rapport à une bougie baissière? Oui, on a fermé à la hausse. Donc, nous avons créé un point low ici. OK? Et lorsqu'on a créé ce point low, ça veut dire qu'on venait d'ici, de là. OK? Lorsque le marché a fermé au-dessus de ça, on vient d'avoir un break of structure valide ici. On a fait break of structure valide ici. Ça veut dire quoi? Notre zone de demande est valable. OK. On a un break of structure valide, continuation dans la hausse. Il s'arrête au même niveau ici. OK. Maintenant, est-ce qu'on a une imbalance? On a trouvé break of structure. Imbalance veut dire quoi? Ça veut dire que autour de la zone de cassure, on a vu une bougie qui nous a créé le creux. Ah, vous voyez, moi je l'ai trouvé. On a un premier ici, mais il est à l'intérieur de notre zone de demande, donc il ne compte pas. Je vais prendre la zone qui est extérieure. Nous avons celle-là. Vous voyez? Ça, c'est une imbalance. Donc, nous avons une imbalance ici. Pas inducement, imbalance. Vous voyez cette imbalance? Le prix a fait quoi après? Le prix est revenu le retester avant de partir à la hausse. Mais on sait qu'on a la zone de demande qui nous a créé une imbalance, un break of structure qui va dans la direction de notre higher time frame. OK? Et il nous a créé une impulsion, un mouvement fort qui a cassé un point de structure. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Pour trouver s'il a cassé point de structure, vous n'avez qu'à tracer une trend line opposée à notre zone. OK? Quand il coupe ça, le dernier point, c'était lequel? C'est celui-ci, là. Vous voyez que notre zone de supply a cassé ce niveau et il a poussé le prix à la hausse. Ça, c'est juste pour vérifier. Ça vous permet de savoir s'il a cassé le point de structure. Jusque-là, on est bien. OK? On a maintenant le quatrième point. Il se forme après prise de liquidité. Notre zone de supply and demand se forme après prise de liquidité. Qu'est-ce que cela veut dire? OK? Chaque fois que le marché bouge, je vous avais parlé de ça dans l'explication de la liquidité, il y a des highs et des lows qui se créent. Et au-dessus de chaque high, il y a une liquidité. Et en dessous de chaque low, il y a une liquidité. Au-dessus, il y a une liquidité. Et en dessous, il y a une liquidité. Lorsque le marché coupe un niveau, donc il prend un high, et dans pas longtemps, il change de direction pour revenir dans l'autre sens, on comprend que c'était une prise de liquidité. Par exemple, là, c'était une prise de liquidité. Mais ici également, vous devez vous rendre compte que le marché est descendu. Il a coupé ce niveau à la baisse. Même celui-là, il a fait un fake out. Ici, il a coupé. En higher time frame, ça sera aussi un fake out parce que tout ça sera une mèche. Mais vous vous rendez compte que le prix revient pour faire un break of structure après ça. Lorsqu'on a ça, on sait qu'on a une quoi? Une prise de liquidité. Donc ici, je vais appeler ça, pour que vous puissiez voir, prise de liquidité. OK? Vous voyez la prise de liquidité qui est là? Prise de liquidité. Notre supply s'est formé après prise de liquidité. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué. Quand on a fait une prise de liquidité, qu'est-ce que ceci nous forme? Il nous forme un point strong, un strong low. Et lorsqu'on a un strong low, ça veut dire quoi? Le marché ne va pas venir le sortir tout de suite. Donc, on a prise de liquidité. OK? On a cassure et imbalance. On a cassé un point de structure à la hausse. OK? On est dans la direction de notre higher time frame. OK? Retenez ça. Ça sont les critères pour sélectionner votre zone de demande ou votre zone de supply. OK? Et pour moi, la dernière condition pour le sélectionner, c'est qu'il soit frais et qu'il ne soit pas retesté. OK? Tout simplement. Donc, pour récapituler et vous simplifier ça,
je vais vous faire quelque chose là. J'essaie de réduire les points pour que vous n'ayez pas beaucoup de choses à retenir. On va prendre ici, le SND crée une impulsion, mouvement fort. On va maintenant appeler ça imbalance. OK? Et la cassure d'un point de structure, on va appeler ça break of structure. Les deux conditions vont toujours aller ensemble. Cette condition-là va tomber. Maintenant, qu'est-ce que nous, on mettra à la place? OK? On a dit qu'il se forme après une prise de liquidité, n'est-ce pas? Ça veut dire que le prix se forme. Notre zone de demande s'est formée après prise de liquidité. Maintenant, au-dessus de notre zone de demande, nous devons avoir une autre liquidité. C'est ce que je vais écrire ici. Donc, on va mettre ici, on a se trouve en dessous ou au-dessus d'une zone de liquidité. Et vous vous rappelez maintenant, ici, c'est quel genre de liquidité? C'est la liquidité qui va dans l'autre sens. C'était l'induction. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Je réexplique ça. Le point 3 maintenant. Pourquoi je colle avec ça? Parce que celui-là est plus facile à comprendre, puisque vous savez que c'est la liquidité qui me montre que, OK, maintenant ma zone de demande s'est formée. Mais avant d'appliquer, avant de prendre ta position, OK, on se trouve en dessous ou au-dessus d'une zone de liquidité. Je vais rajouter avant le retest. OK? Avant que le prix vienne le toucher ici, est-ce qu'on a de la liquidité à prendre? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a de la liquidité à prendre, cette cassure sera fausse. Elle va donc valider que notre zone va être une zone de réaction. Et lorsque nous avons une liquidité que nous avons prise en tombant dans notre zone de demande, notre demande est validée. Donc, on a fait une prise de liquidité. Ça, c'est avant notre zone de demande. Mais après notre zone de demande, nous avons une autre liquidité qui va se faire prendre. Donc ici, je veux que vous marquez se forme après la prise de liquidité. Donc cette liquidité j'essaie de vous formuler ça. Donc notre SND se forme après prise de liquidité. Et ici, notre zone de liquidité s'est formée avant une liquidité. Donc maintenant, pour que vous compreniez ça, je vais dire ici, avant le retest, on doit voir une liquidité. Vous avez les deux types de liquidité. On a une liquidité qui va se faire prendre avant notre zone de supply, notre zone de demand. On a une liquidité qui va se faire avant le retest dans notre zone de supply et dans notre zone de demand. Voilà les conditions, OK? Et le cinquième que je vous ai dit, c'est qu'il est frais, c'est-à-dire n'a pas encore été testé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dès qu'on l'a touché, si le prix revient encore ici à un moment donné dans le futur, il y a de fortes chances que le prix passe et qu'il continue à la baisse. Donc, on va toujours être les premiers à utiliser la zone. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va développer notre stratégie. C'est comme ça qu'on va utiliser notre zone de demande. C'est comme ça que je viens de vous mélanger en même temps les impulsions, le buy to sell, la zone de demande, la structure de marché et la liquidité. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Écrivez 0000 s'il n'y a pas de questions. Et je vais voir les messages de tout le monde. Celui qui n'écrira pas, ça veut dire qu'il a des questions. Et donc, il va me poser sa question.
Est-ce que vous avez tous compris? Je veux voir vos réactions. Ok. Il n'y a que Akel et Janie qui répondent. Je veux savoir, est-ce que vous avez tout compris? Je viens de vous donner les critères de sélection d'une zone de supply ou de demand. Je vous ai expliqué qu'en regardant, quand on analyse le price action, on a les concepts qu'on a pris en compte. C'était le buy to sell, sell to buy, et toujours prendre en compte la zone premium et discount. OK? La zone premium et discount, on nous permettait de savoir, on a sélectionné une bonne zone de demande ou une zone de supply. Par exemple, là, ici, vous avez un englobement, n'est-ce pas? Un avalement. Mais est-ce que ces niveaux se trouvent dans la zone, pardon, discount? Parce que lorsqu'on va tracer comme ça, vous voyez, il est carrément à la limite. Ça sont les genres de zones qui se font prendre. Mais celui-là, il est complètement dans la zone discount. Voilà pourquoi le prix, il a respecté. Donc, lorsque tu traces ta zone de supply ou de demand, tu dois toujours te poser la question. Dans quelle zone tu te trouves? Les critères sont là. Si vous allez capturer ça, c'est à vous de voir. Si vous allez capturer ce que je viens de faire là. Donc, on sait qu'à côté, il y a le dessin pour dire supply and demand. OK? On a prise de liquidité, on a l'imbalance, on a une autre liquidité qui doit se former avant que nous puissions retester notre niveau. Donc là, nous avons une liquidité qui doit être prise, induction, et puis le prix va attaquer. Mais l'induction tombe dans notre zone. Tombe dans notre zone de demande. OK. Maintenant, on va plonger un peu plus. Vous voyez que là, nous avons parcouru plusieurs concepts. Premium and discount, OK. Nous avons vu le buy to sell, sell to buy, OK. On a vu l'engolfing, donc l'avalement, OK. Ces concepts nous permettent de bien comprendre notre supply and demand, et je vous ai aussi expliqué le fake out et le breakout. Maintenant, le dernier concept qu'on va voir, ça s'appelle le time frame alignment. Le time frame alignment, on avait déjà vu ça. C'était juste une façon de vous expliquer comment est-ce qu'il faut ranger le timing. Et on va le faire, on va essayer d'aller sur... je vais essayer d'aller sur le gold, mais sur un autre broker pour vous garder. Allez, on va sur forex.com. Allez, OK. Là, on va faire carrément le classique des classiques. Le time frame alignment, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Les amis, écrivez ce que je vous dis. Vous savez, cette vidéo, je vais mettre ça sur YouTube, mais ceux qui ne sont pas là vont avoir beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Le time frame alignment est simple. On va regarder, on va trouver notre SND en H4. OK? On va aller sur le 1 heure où je vous donne le 30 minutes pour trouver notre setup. Et le 5 minutes pour exécuter. Est-ce que vous avez capté ça déjà? C'est très simple. H4, on va trouver notre zone SND. Doit être valable, ça doit être une zone qui respecte les critères. M30, on va aller chercher notre setup. OK? Il y aura quelques critères aussi qu'on doit avoir dedans, mais ça revient aux mêmes critères qu'on voyait ici. Et 5 minutes, on va exécuter notre position. Maintenant, quand je vous donne ce time frame alignment, je ne veux pas que vous puissiez tenter autre chose. Que vous puissiez commencer à dire, OK, je vais essayer le H1 avec le M15 et le 1 minute. Non, non, tu vas pas t'en sortir. Parce que ce que je veux vous apprendre au-dessus de tout ça, ça sera un truc très simple.
c'est juste de regarder la direction des bougies en daily ou en weekly. Ça vous permettra de savoir le higher time frame, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que le higher time frame va dire, qu'est-ce que le higher time frame vous donne comme direction. Et pour ça, très simple, ok? Tout ce que tu as à faire, c'est que tu viens sur ton H4. On va le faire là devant tout le monde. Tu viens sur ton H4. Tout ce que tu cherches, c'est de trouver dans quelle direction va le daily ou dans quelle direction va le weekly. Ici, je vais chercher un daily. Je vois que le daily est en train de partir à la hausse. Par exemple là, cassure à la hausse, cassure à la hausse. Là, c'est un pullback. Donc si ça, c'est un pullback, ça veut dire qu'on est haussier. Très simple. Il y a plusieurs manières de faire. On va le voir aussi en pratique. Comment je vais faire ce qu'on appelle le next candle. Comme ça. Next candle theory. Je vais vous apprendre comment, à partir d'une bougie, savoir l'autre ou l'autre. Si je dois donner ça aujourd'hui, ça sera beaucoup trop de choses. C'est la deuxième stratégie. Là, je vous donne d'abord la première stratégie. OK? La deuxième stratégie, c'est une surprise, comme je vous avais dit. Et on verra ensemble si on a le temps de faire tout aujourd'hui. Là, en tout cas, on avance bien. Pour moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je vais sur le H4, OK? Je vais vous montrer par quelque chose que nous tous, nous voyons déjà. Et vous allez me dire si je me trompe ou pas. Regardez ici. Vous savez comment on trace le point de structure. Si ça, c'est un high. OK? Si ça, c'est un high. Ça, c'est le low qui s'est fait casser. Mais ce low, jusqu'où il s'est arrêté? À quel moment est-ce qu'on a fermé au-dessus d'une bougie baissière? La dernière, elle est là. On a fermé au-dessus là. Donc ça, c'est un low qui est valable. Parce qu'on a fermé au-dessus. Mais après, on est allé nulle part. On s'est arrêté quelque part ici. Mais quand on s'est arrêté quelque part ici, qu'est-ce qu'on a créé? Rappelez-vous, la liquidité. La liquidité se forme lorsqu'on a les derniers swing high, dernier swing low, mais aussi les niveaux qui sont égaux. Je vous avais expliqué ça, les equal highs et les equal lows. Donc ici, par exemple, on va regarder, on va voir que c'est des equal highs. Ces equal highs, c'est de la liquidité, c'est-à-dire le prix va revenir à un moment donné. Puisque nous savons que nous allons venir ici et que nous sommes en dessous, automatiquement, qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devons chercher une prise de liquidité en bas, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre la liquidité en bas pour aller à la hausse. Parce qu'avant de monter, nous devons descendre. Vous vous rappelez? Donc, si je considère ça et que je viens maintenant là sur mon H4, je viens là sur mon H4 et j'essaie d'observer. Je suis sur mon H4 et j'essaie d'observer. Est-ce qu'on a une prise de liquidité à gauche? Ouais. Regardez là, boum, on a une prise de liquidité. Fantastique. Si on a prise de liquidité, ça veut dire quoi? Premier critère, c'est bon déjà. Donc, si on a pris la liquidité ici, j'appelle ça liquidity sweep. Je mets un X comme ça et vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, j'ai un target et je viens d'avoir une prise de liquidité. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour moi? Il faut que j'aille dans cette direction-là. J'ai déjà compris que la structure, elle était baissière. On était en train de descendre. Mais il faut que le prix aille prendre ce point-là. Comme je sais que je dois aller à la hausse, qu'est-ce que je cherche? Une zone de demande. Je trace ma zone de demande. Vous savez comment le tracer? C'était la dernière bougie baissière avant une impulsion à la hausse. Cette impulsion a créé une imbalance, mais pas encore de point de cassure. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que tu es en train de marquer tes zones, toi aussi tu es en train d'évoluer, tu es en train de surveiller ce que le prix te donne. Est-ce que cette zone est déjà valable? Non, pas encore. Parce que le prochain point de structure que nous devons casser, c'est ici. OK? On va donc voir, est-ce qu'on va casser là ou on va faire comment? On est en H4, et c'est ce que je vous ai dit. Donc tu vas, la première chose à marquer, tu es sur H4, c'est ta zone de supply. Il faut trouver une zone de supply qui est valable. OK? On vient de voir ici que notre zone de supply a poussé plus haut. Maintenant,
Le seul moment où tu dois revenir pour vérifier, tu peux aller en H1 pour voir si réellement la bougie avait fermé au-dessus. Et tu vois ici qu'on a fermé au-dessus. Pourquoi tu fais ça? C'est pour savoir si les critères sont respectés pour cette zone de demande. Est-ce que cette zone de demande est bonne ou pas? Alors, nous avons déjà un biais. La direction qu'on a, c'est quoi? La direction, c'était le equal high et en haut. Donc, nous devons aller à la hausse. La direction du higher time frame, c'est quoi? Haussier, n'est-ce pas? Donc, notre SND que nous avons marqué respecte la direction que nous sommes en train de prendre à la hausse. Donc, si cette direction à la hausse respecte la direction du higher time frame, ça veut dire que cette direction correspond à la direction du higher time frame. Et donc, à ce moment-là, nous avons un deuxième critère. Nous avons créé l'imbalance, nous avons créé un cassure de point de structure et le prix est revenu à l'intérieur. Vous voyez ça, c'est des H4, H4. Ça va faire une journée entière pour revenir ici. Lorsqu'on revient ici, j'ai dit qu'en M30, nous allons chercher notre setup. Vous voyez ça? On était en H4. On va aller maintenant sur M30. Qu'est-ce qu'on va faire sur M30? Une fois que le prix revient à l'intérieur, nous allons aussi chercher en M30 une prise de liquidité et une zone de demande, donc qui va se faire englober. Et c'est ça qui va être notre zone valable. OK? Est-ce que vous voyez ça? Regardez ici. Nous avons premièrement ça. Après, les brokers impriment les bougies de leur façon. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a un sweep là. On a une sweep. Tout ce qui s'est passé avant ne m'intéresse pas. C'est lorsque le prix revient à l'intérieur qu'on a une sweep. Vous voyez? Lorsqu'il revient à l'intérieur de ma zone de demande, sweep. Donc, j'ai prise de liquidité. Dernière série des bougies baissières et fait un break of structure. Ça, on est en M30 maintenant. Donc, moi, tout ce que j'attendais, c'est que le prix revienne dans ce niveau-là. OK? Donc là, j'ai une prise de liquidité. Sweep, j'ai une imbalance qui s'est créée ici. Aussi en M30. Donc, quand j'ai l'imbalance en M30, ce que moi je dois observer maintenant, c'est quand le prix va revenir, est-ce que ma zone là est valable? Parce que ici, j'ai marqué une zone de demande en H4. Ici, maintenant, je dois marquer ma zone que je vais appeler aussi, c'est une zone de demande, mais je peux le renommer pour que je n'ai pas de confusion. Je vais appeler ça setup. Donc, quand vous connaissez, vous savez que setup, c'est toujours sur votre M30. Et quand tu as ton setup, tu dois attendre maintenant que le prix revienne. Je ne sais pas s'il va revenir dans celui-là. Je dois vous apprendre l'approche complète. S'il ne revient pas, attendez, je vais voir là. Ah, il est revenu. OK. Donc, vous voyez ici, lorsque le prix revient, jusque dans notre setup, à ce moment-là, on passe soit en 5 ou en 15 minutes. Mais je vous ai dit de faire le 5. Pourquoi? Parce que le 5 minutes va vous permettre de prendre des positions beaucoup plus précises. OK. Lorsque vous êtes dans le 5 minutes, tout ce que vous cherchez ici, OK, c'est de revoir, en fait, ces niveaux se faire respecter. Et pour ça, ça veut dire qu'une fois que le prix est revenu, on doit trouver une cassure de structure à la hausse. OK? Le premier niveau qui est venu et qui est tombé à l'intérieur du M30, le premier avalement M5 se trouve où? C'est celui-là. Est-ce que vous le voyez? Je vais le nommer
M5 SND. Vous voyez? Il nous a laissé encore de la liquidité au-dessus. Beaucoup de liquidité. Ici, il y en a d'autres qui traderaient directement à partir du M30. Mais très souvent, ils vont se faire avoir. D'autres entrent à partir de l'imbalance du M30. Et aussi parfois se font avoir parce que le prix peut revenir jusqu'ici, dans notre zone, le même jour. Là, c'est parce que ça a pris le temps que ça a pris. Ça a créé de la liquidité. OK? Donc, lorsqu'on arrive dans notre setup, parce que setup, c'est la supply and demand, mais en 30 minutes. Lorsqu'on arrive dans notre setup, on doit observer une prise de liquidité. OK? Cette prise de liquidité-là, en 5 minutes, va tomber dans notre zone. Lorsqu'on fait ça, le premier avalement qui va se former dans notre M5, on doit le marquer et on observe comment le prix va réagir tout autour. Et ici, vous voyez que le prix est revenu, il a consolidé et il est parti à partir de là. Ça, c'est l'approche, en fait, avec laquelle vous allez commencer à trader. Vous savez pourquoi cette approche marche? Parce que le fait qu'on avait eu une zone de demande qui respectait tous les critères en H4, c'est difficile que cette zone se fasse casser. Et ici, on a répété le même process. Donc, on a cherché la prise de liquidité, on a cherché le break of structure, on a cherché l'imbalance, on a cherché la cassure de la structure. Et est-ce qu'il va dans la direction de notre H4? Oui. Donc, on a marqué aussi notre setup. Le M5, on n'a pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque nous aurons le premier avalement et nous avons juste la prise de liquidité, le premier avalement, c'est déjà pour nous une confirmation qu'on veut repartir dans l'autre direction. Et à ce moment-là, lorsque nous, on prend cette position, on prend à partir de notre M5 et on protège au niveau de notre setup. Ça ne passera pas tout le temps, mais la réalité, c'est que la majorité des fois où ça passe, vous allez avoir des RR importants. Vous voyez? Vous allez avoir des risques-rewards qui sont importants. Ça, c'est la première stratégie que je vous apprends. Et puis, je vais vous montrer une stratégie de money management, comment protéger vos gains. C'est-à-dire, une fois, par exemple, que vous avez déjà... Vous voyez? Voilà. Vous voyez en M5 ce que ça donne. Donc, les prix est parti jusqu'à notre equal highs qu'on avait marqué. Vous voyez? Ça, c'est notre equal highs. Et c'est là qu'on s'arrête. Donc, on avait trouvé une zone H4. On a patienté que le setup se forme. Et on a vu comment la zone M5 s'est formée. Une fois qu'on a tout ça, on est rentré sur le M5 à partir du premier avalement qui s'est formé après la prise de liquidité. Après cette prise de liquidité, premier avalement, poussé à la hausse, on est rentré. On a protégé en dessous de notre setup. Pas en dessous de notre zone M5, mais en dessous de notre zone M30. Pourquoi? Parce que notre zone M30, en fait, respecte les critères d'une sélection de SND. Notre zone M5, c'est juste un signalement comment on va rentrer. OK? Donc, lorsqu'on a ça et on voit l'explosion, on vise ce qu'on avait vu en H4, qui était les equal highs qu'on avait ici, qui était juste un niveau target qu'on pouvait viser. On a vu tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'on a eu ces sweeps et ces changements de direction à partir de la zone de demande qui était valide, on sait que le prix ne va pas venir ici, le prix va aller de l'autre côté. Vous voyez que ce mouvement n'est pas très grand en H4, mais lorsqu'on le regarde en M5, cette position nous aurait donné 12 fois notre investissement. C'est ça la stratégie. Donc, je vous réexplique encore ça. Lorsque tu as une zone, là maintenant je vais vous montrer avec une zone de supply. Lorsque tu as une zone de supply qui fait ça. Tu as une zone de supply que tu as marquée en H4. Ta patience, c'est de mettre une alerte. Tu mettras une alerte à ce niveau. Et tu attends que le prix revienne jusqu'à ce qu'il touche ton alerte. Lorsqu'il touche ton alerte, toi, tu viens regarder ce qui se passe. Tu surveilles les quelques minutes qui vont suivre ce moment-là pour voir si nous avons une prise de liquidité, nous avons une cassure
dans la direction de notre billet, parce que là, nous sommes supply, nous cherchons à vendre, et que cette zone de setup soit confirmée. Lorsque la zone de setup est confirmée, toi, tu viens ici, tu appelles ça setup. OK? C'est aussi une zone de supply, mais pour ne pas avoir de confusion, tu vas l'appeler setup. La première zone, on marque à quel time frame? On marque en H4. La deuxième, on marque en M30. On est d'accord? Très bien. Maintenant, lorsque tu es dans ça, là, et tu sais que tu as déjà marqué tes niveaux, tu attends maintenant que le prix revienne à l'intérieur. Il va créer de la liquidité en M5. Et lorsqu'il va prendre cette liquidité et il tombe dans ton niveau, tu vas t'attendre à voir le premier avalement. Lorsque tu vois le premier avalement qui est bien avec impulsion, tu le marques comme ta zone d'entrée. Lorsque le prix va le retester, ça sera ton S&D M5. Toi, tu vas prendre une position à ce niveau-là et tu vas protéger au-dessus de ton setup. Pas au-dessus du M5, mais au-dessus du M30. La zone M30. Et à ce moment-là, tu vas viser le prochain point de structure en M30 ou la zone de liquidité que tu avais trouvée en M30 ou en H4. Lorsque tu fais ça, tu as complété les différentes étapes pour trader cette stratégie. OK? Cette stratégie est rentable, cette stratégie est prouvée et vous devez maintenant comprendre comment l'utiliser. Il faut savoir qu'on ne s'attend pas à tout et n'importe quoi. Tu vois que ce trade, il a commencé, notre S&D s'est formé le mardi. Et c'est le prochain mardi qu'on a eu notre position. Donc, c'est une stratégie qui te permet de voir venir, d'anticiper et il ne faut pas être pressé. On a eu mardi la formation de la zone de demande en H4. Après, le jeudi, le M30 s'est formé. Et le mardi prochain, la position nous a donné et il est allé finir jusqu'à mercredi. Il a fait un seul jour, mais nous avons eu une semaine de préparation. Maintenant, si tu fais ça sur Euro-USD, tu fais ça sur GBP-USD, sur JPY, sur Euro-AUD, tu as ton basket comme moi ici et que tu observes, tu as déjà tes zones H4 et tu mets tes alertes, tu sais que lorsque le H4 sonne, qu'est-ce que tu dois chercher dedans? Lorsque tu mets le M30 et qu'il est formé, tu mets ton alerte, tu sais que le M30, lorsqu'il va sonner, qu'est-ce que je cherche dedans? Et lorsque tu prends ta position, tu fais confiance et tu patientes jusqu'à ce que le prix puisse aller dans ta direction. OK? C'est comme ça. C'est comme ça que je trade le supply and demand. C'est une approche qui m'a fait gagner beaucoup et je vous la donne. J'ai plusieurs approches de trading, mais celle-là, c'est celle que vous allez comprendre le plus facilement avec supply and demand, avec la structure de marché. OK? Si vous voulez capturer, vous pouvez capturer. Avec la structure de marché, avec ce que je vous ai appris, premium and discount, les breakouts, les fake-out, qui vous permet de détecter lorsqu'il y a une prise de liquidité, c'est le fake-out. Le breakout vous permet de détecter le break of structure ou le changement de direction pour confirmer que non, votre supply ou votre demand est valide. OK? Maintenant, ici, vous voyez que le prix est en train de monter. Si on va en higher time frame, par exemple en daily, vous allez remarquer par exemple quoi ici? Le daily a une zone de supply ici. Vous voyez? Qu'est-ce que le prix va faire à l'intérieur? On ne sait pas. Mais regardons par exemple. Ensemble, on peut observer. Regardez, je vais essayer de voir. Mais là, c'est le prix actuel. On ne peut même pas savoir. Mais vous comprenez déjà que sur l'or, nous avons une zone de demande en daily, une zone de supply en daily qui va bientôt être touchée. Lorsque cette zone de supply en daily est touchée, tu peux maintenant aller en 4 heures et tu vas trouver, comme j'avais trouvé à ce niveau, maintenant tu trouveras une zone H4 à l'intérieur. Lorsque le prix va repartir et quitter là, attends, je vais essayer de vous réexpliquer ça, que je veux que tout le monde comprenne. Donc toi, tu mets ton alerte ici.
Lorsque cette zone va sonner, tu vas observer ce qui va se passer. Lorsque tu vois le prix former une zone en M30, donc il revient à l'intérieur, il prend la liquidité. OK. Et qu'il casse break of structure dans la direction de notre zone de supply. Donc, cette prise de liquidité et cette cassure nous confirment la zone M30 que nous allons marquer. Et si notre zone M30, nous l'avons marquée ici, par exemple, ce que nous attendons de voir, que ce soit maintenant ou après, lorsque le prix va revenir ici, on aura donc marqué notre alerte, on aura donc posé notre alerte ici. À ce moment-là, qu'est-ce que nous allons observer? Comment le M5 va faire une prise de liquidité, créer le premier englobement, donc l'engolfine, et nous, cet engolfine, on va le marquer comme notre sell. Et ce sell, lorsque le prix va revenir à l'intérieur, boum, on prend notre position, on va protéger au-dessus de notre setup, parce que ça, c'est une zone de supply, n'est-ce pas? Ça, c'est une zone de supply en M30 et que nous appelons comment? Setup. OK? Et lorsqu'on a fini en M30 de trouver que le M5 est revenu, il a fait son sweep, il a créé l'avalement, nous, on marque maintenant ce niveau-là, on met le stop loss au-dessus et on attend que le prix revienne. À ce moment-là, boum, le M5 se déclenche et à ce moment, on va viser quoi? On va viser ce niveau-là, ce niveau qui est ici et ce niveau-là. On aura TP1, ici on aura TP2 et ici on aura TP3. Et à chaque fois, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire à TP1, qu'est-ce qu'il faut faire à TP2 et qu'est-ce qu'il faut faire à TP3. Normalement, lorsqu'on arrive à TP1, on va mettre notre position en break-even. Lorsqu'on arrive à TP2, on va prendre 50% de notre gain et on va laisser le reste partir. Si on sent que le marché va partir, là, on prend 100% de notre gain, de ce qui restait, ou alors on prend 75 et on laisse le reste couler. Donc à ce moment-là, tu vas voir que le trade que tu as target qui était comme ça, le marché va te donner boum, 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 et il va venir jusqu'à là. Ouais. C'est comme ça que l'on trade la supply and demand avec beaucoup de précautions et on évite de perdre bêtement. OK les amis? Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais vous apprendre. Ça, c'est la première stratégie. Il y a une autre stratégie que je vous apprendrai encore. Mais l'idée, c'est que vous puissiez comprendre que la supply and demand, ce n'est pas très compliqué. Vous avez déjà compris ce qui se passe derrière les rideaux dans les cours que nous avons fait avant. Ce n'est pas le moment de venir chaque fois analyser certaines choses qui ne seront pas utiles à utiliser. Nous devons comprendre, mais nous devons avoir un plan qui est mécanique, une stratégie qui est applicable, facile à répéter pour que nous puissions faire la même chose tout le temps et que nos datas soient correctes lorsqu'on est en train de trader. OK? Donc voilà un tout petit peu ce que j'avais pour vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez quelque chose à demander. Mais c'est ça la stratégie que nous allons commencer à trader. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire un call le dimanche, par exemple, on va regarder tous les instruments. On va regarder toutes les semaines elles se sont passées comment. Et on va voir est-ce qu'il n'y a pas des supply and demand qui attendent. Et à quel moment est-ce qu'on va les toucher. Quand on fait ça, à chaque fois, on n'aura que des setups. Vous allez voir qu'on n'aura plus beaucoup à tracer des supply and demand parce qu'on n'aura que des setups. Chaque jour, on aura des setups. Et dans ces setups-là, on attend les réactions maintenant. Les M30, mais on sait que notre M30 est valide. On attend une réaction à l'intérieur pour prendre l'achat, pour prendre la vente, pour prendre l'achat, pour prendre la vente. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les signaux tombent. Je n'aime pas donner des signaux en scalp parce que ce n'est pas réaliste. Premièrement, parce que vous n'allez même pas bien savoir calculer votre risque. Et deuxièmement, vous pouvez entrer en retard ou entrer d'une manière qui est différente de comment moi j'ai pris le trade. Et puis vous allez perdre, moi je gagne, ou certains vont perdre et d'autres vont gagner et ce n'est pas bon. Donc la meilleure approche, c'est de prendre ces stratégies
intraday qui se sont préparés en mode swing, c'est-à-dire on a une bougie H4 qui nous a donné la zone, on a trouvé un price action M30 qui nous a donné le setup, et puis on va venir voir notre modèle d'entrée ici que je vous ai donné en M5. Et c'est maintenant en M5, ça c'est la parenthèse, où vous pouvez venir ajouter, si vous trouvez des figures chartistes ou des figures des bougies que vous avez maîtrisées qui vous donnent des confluences ou qui vous donnent la sûreté de prendre la position à l'achat ou à la vente. OK? Donc, voilà la stratégie. Nous avons couvert tous les points. OK? Il y a d'autres concepts du price action que je ne peux pas forcément partager dans cette formation-là, puisque ça va vous faire trop de matière pour rien. Ici, je vous ai donné cours pour comprendre les bases et puis comprendre comment appliquer ce que je vous ai donné tout de suite pour que vous puissiez faire de l'argent et que ça ne soit pas juste du blabla et que vous vous remplissiez la tête des concepts que vous n'allez pas utiliser. OK? Donc, voilà un tout petit peu. Je crois que la formation est terminée. Le dimanche prochain, on va avoir un call d'analyse sur le marché. C'est un peu déplorable que je vois que beaucoup qui étaient là le premier jour du call ont disparu. Nous ne sommes maintenant que 6. Et si on dit 6, ça veut dire moi je sors, Kev sort, on est 5. Si on enlève Elomé, ça fait 3. Et si j'enlève Akel, il n'y a que Charles et Janie qui sont là. Et je me demande où sont partis les 20 autres qui étaient là au début avec nous. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Moi, je ne fais pas ça par rapport au nombre. Ceux qui sont là vont avancer et ceux qui sont là vont continuer à évoluer avec nous. Donc, je vais arrêter l'enregistrement puisque nous avons fini la formation et je vais écouter vos questions. Mais surtout, je vais vous dire certaines choses par rapport à la communauté.